Alors on va commencer tout de suite avec le sport et les Jeux Olympiques. Avec ce magnifique thème, Victor Lemann, on le rappelle toujours. On n'arrête plus Léon Marchand dans sa quête de l'or, déjà triple médaillé sur 400 mètres 4 nages, 200 mètres papillon, 200 mètres brasse. Il est en lice ce soir pour une 4e médaille sur 204 nages. C'est vraiment le nouveau phénomène. Alors on va en parler dans une deuxième partie avec Michel Coloma. Il est le président de son club formateur qui a vu éclore en quelque sorte le talent de Léon Marchand. Mais on est en ligne avec Jean-Claude Perrin, si mes informations sont exactes. Vous êtes là, Claude Perrin ? Oui, bien sûr, je vous entends avec plaisir. Bon, Léon Marchand, d'après vous, est-ce qu'il va être au rendez-vous ce soir ? Il est sûrement au rendez-vous. Quelle couleur de médaille, ça évidemment, nul ne peut le dire, parce que il n'est pas seul, il a des adversaires, on l'a déjà traité, il y a le problème de la récupération. Et puis un élément qu'on ne voit pas toujours, il y a le choc émotionnel de la répétition de l'effort. Ouais. Quand on vise une 2e ou une 3e médaille. Ça, c'est un point qui est débattu non seulement par les entraîneurs, mais par les psychothérapeutes, ouais. Parce que ça influence considérablement sur le comportement et sur la technique. On peut justement, avec des facteurs de choc, détruire ou atténuer la technique. Mais pour l'instant, il a l'air de traverser la vie comme il traverse les vagues. Oui, parce qu'il a quand même été facile sur ces séries et en demi-finale. Vous êtes avec nous, Céline Géraud ? Oui, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude Perrin, c'est vrai que Léon Marchand évoquait hier une certaine fatigue. Est-ce que le tourbillon dans lequel il est embarqué depuis le début de semaine ne risque pas justement de le faire un petit peu décrocher sur le plan mental ? Vous qui êtes une ancienne championne, vous devez avoir votre avis là-dessus, ma chère Céline. Oui, absolument. Alors moi je crois assez aux spirales en fait de la victoire, c'est-à-dire qu'il est dans une spirale un peu folle dans laquelle il s'est mis volontairement, puisque son coach, on le rappelle, Bob Bowman, n'était pas très chaud pour qu'il enchaîne les deux courses, le 200 mètres brasse et le 200 mètres papillon, qu'il a donc remporté dans la même journée, ce qui fait de lui effectivement un athlète hors norme, et même Michael Phelps l'avait pas fait lui-même. Donc oui, je pense qu'il prend en compte ce paramètre physiologique, et je pense qu'il va passer par des hauts et des bas, mais que là, une journée en natation, c'est long, comme l'a dit Jean-Claude. Effectivement, il nage le soir, assez tard, donc effectivement, la fatigue, il peut tout à fait la gérer. Il y a eu beaucoup de sollicitations, effectivement, le premier soir, parce que la France s'est arrêtée, véritablement, quand il a commencé à nager à 20h42. Mais là, c'est pas qu'on s'est habitué, mais on a compris qu'il avait d'autres challenges à relever. Donc non, moi je crois assez à un sursaut d'orgueil, parce que c'est quelqu'un qui a un ADN de champion. Enfin, il est animé par la volonté de gagner, et donc je crois qu'il va le faire. Oui, d'autant plus qu'il est, comment dirais-je, on est bluffé par une certaine forme de décontraction en fait, qui lui permet d'aborder les épreuves avec une certaine confiance, parce qu'il est totalement relâché. Oui, c'est ça sa force. Il est relâché et il est jamais contracté. Enfin, on le sent vraiment détendu. Voilà, il a une espèce d'insouciance qui le rend, c'est désarmant pour ses adversaires même. Ouais. Donc je pense que ça, c'est un vrai plus. Ouais. Cette décontraction, Jean-Claude Perrin, vous pensez que c'est un atout effectivement pour Léon Marchand ce soir ? Oui, c'est capital, parce que ça remet l'épreuve dans le cadre. Il est pas victime des multiples agressions du stress, parce que on parle du stress, mais elles sont très très importantes, et là il a un avantage. Il semble d'une stabilité émotionnelle très très grande. Ouais. Ça c'est un point très très rare chez les grands sportifs. J'ai vu cette réflexion de son entraîneur Bob Bowman, qui est rapportée ce matin par nos confrères du Figaro. Voilà ce qu'il dit, l'entraîneur de Léon Marchand. Il ne le sait pas encore, mais il va devoir survivre au succès. Il n'en a aucune idée, mais je sais ce qu'il attend. Ça veut dire quoi, selon vous ? À partir du moment où vous commencez à battre le record du monde et à gagner 1, 2, 3 médailles, c'est-à-dire avoir le triomphe et la notoriété comme ce gamin vient de la connaître, vous n'êtes plus le même, vous changez. Et il faut découvrir
Pourquoi ? Oui, parce que quand ils ont une petite parcelle de gloire qui les touche après un poste des élections, ils changent complètement. On appelle ça l'hubris. Justement, on les prend pour pas qu'ils changent. Ouais. Et ils font l'inverse de ce qu'on leur demande. Ouais. Bon, bah écoutez... Mais Marchand est très très fort dans ce domaine. Il semble impénétrable et imperturbable. Céline, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette réflexion de Bob Bowman Oui, moi j'ajouterais peut-être sur le sujet que la chance qu'il a peut-être, c'est qu'il vit aux États-Unis. Hein. Il faut savoir, il s'entraîne là-bas. Ouais. Et il n'a pas à supporter, entre guillemets, la pression qu'on pourrait lui mettre en France. Et on fait ça très bien et très mal aussi. On a une capacité, nous les Français, à mettre une pression colossale sur les athlètes dès qu'ils gagnent un truc. Teddy Riner notamment en a souffert aussi. Et à leur demander d'être super-héros tout le temps et d'être un peu tout le temps dans la lumière. Alors qu'aux États-Unis, il y en a tellement que finalement, j'ai envie de vous dire, Léon Marchand, il n'est pas noyé dans la masse, mais ça reste un super-héros. Mais bon, c'est pas non plus la personne derrière qui on va courir dans la rue, quoi. Il n'est pas sollicité, il n'a pas besoin de se cacher pour quand il va faire ses courses au supermarché. Alors, Donc, je pense qu'il y a ça. Et il a des parents aussi qui sont très structurés, qui sont 2 anciens nageurs, qui le préservent énormément de toutes les sollicitations. Il a sa petite équipe, c'est très familial autour de lui. Il n'a pas la grosse tête, donc pourvu que ça dure, si les petits cochons ne le mangent pas, normalement, il devrait arriver très très haut. Alors, dites-moi, ma chère Céline Géraud, vous êtes où là On entend derrière. Des tatamis, si je comprends. Moi, oui. Bah oui, parce qu'il y a du lourd aujourd'hui. On en a parlé ce matin avec vous. 2m02, 141 kg sur la balance. On a deviné qui c'était. C'est 1 kg. Voilà, 1 kilo de moins qu'à Tokyo, donc il est dans une forme olympique, il est affûté comme jamais. Teddy Riner. 35 ans quand même, donc c'est Teddy Riner bien sûr qui va tenter d'aller conquérir ce 3e titre individuel en plus de 100 kilos, ce qui ferait de lui, il rejoindrait du coup le japonais Nomura, qui est le seul pour l'instant à avoir réussi sur la planète judo à avoir décroché 3 titres. Ouais. Maintenant il a un défi colossal face à lui, là la compétition vient de commencer, il n'a pas combattu, il va rencontrer un combattant des Émirats Arabes Unis qui est classé 15e, qui est pas un top player qui a déjà battu, bien sûr, Teddy, donc c'est un bon premier combat, mais c'est un bon gaillard. Et ensuite il risque d'affronter le géorgien Chouchishvili, qui est vice-champion olympique et vice-champion du monde. Là ça va se corser un peu, et puis il va monter après contre l'Ouzbek Yusupov qui lui a quand même collé un Wazari au tournoi de Paris récemment, mais bon, il l'a battu aussi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de petit combat, mais on va dire que les planètes sont plutôt alignées pour Teddy. Et Romane Dico, l'autre française qui pourrait être médaillée olympique et championne olympique ce soir, elle vient de passer son premier tour tranquillement, voilà, en gagnant en pénalité, elle se préserve. Donc c'est bien parti pour le judo, mais c'est vrai que c'est l'un des climax de ces jeux, c'est Teddy Riner. Il y a Léon Marchand, Teddy Riner et Félix Lebrun, bien sûr, qu'on va suivre dans un autre registre. Mais vous le disiez, il a quand même 35 ans, Teddy Riner. Est-ce que le corps va suivre, parce qu'il lui a fait défaut parfois? Alors voilà, c'est la question qu'on se pose, parce que c'est vrai que il passe en moyenne près de 3 minutes, si on fait un plan complet sur ses combats, un combat dure 4 minutes, mais il y a souvent des golden scores. Lui, il est en moyenne à 2 minutes 50 parce qu'il arrive à marquer Ippon, l'équivalent d'un KO. Mais bon, il n'est pas à l'abri de golden score, et c'est vrai que ça tape un peu dans les réserves, et on l'a trouvé un peu, il était un peu dans le dur en début de saison, mais là, sur les derniers tournois qu'il a fait, honnêtement, il a beaucoup travaillé évidemment sur ce registre, parce qu'aujourd'hui, les combattants savent qu'il est faillible, qu'il tombe, même s'il est invincible depuis Tokyo. Il reste sur 38 matchs, 108 combats sans défaite. Il a quand même des failles, et à chaque combat il est bousculé, il est chahuté, il tombe, il gagne ensuite, mais psychologiquement pour ses adversaires, il y a un truc qui s'est débloqué, c'est-à-dire que le Golgoth du judo français est faillible. Mais donc, la victoire n'en sera que plus belle. C'est aussi ce qui rend ce sport dingue. Oui, et puis la victoire n'en sera que plus belle, ma chère Céline. On va marquer une première pause, si vous le voulez bien, Céline et coach Perrin. On se retrouve dans un instant pour encore évoquer cette belle journée olympique qui nous attend. 11h16, vous écoutez bien Europe 1. Dans quelques instants aussi, on recevra un auditeur, puisque ça réagit au niveau du standard. Je vous le rappelle, Europe 1 et vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Et puis on recevra aussi Michel Coloma, le président du club des Dauphins de Toec, celui auquel appartient Léon Marchand. Restez avec nous, à tout de suite. 11h, 13h. Lionel Gougelot sur Europe 1.
Encore une belle journée olympique qui s'annonce devant nous. Je regarde à la télévision le match de Félix Lebrun face aux Chinois. Il a perdu la première manche. Et la deuxième aussi, à l'instant, ils vont reprendre. Et il y a également l'équipe de France de handball qui est en train d'avoir quelques points d'avance sur l'équipe d'Argentine. Ça va pas être simple pour le petit Félix, 17 ans, qui vit quand même une aventure phénoménale à l'occasion de ces Jeux olympiques. Des Jeux qui suscitent un engouement populaire. C'est incroyable, les scènes de liesse, d'encouragement, d'engouement que l'on voit, notamment évidemment autour des sites olympiques à Paris. Lou, j'ai l'impression que nous avons un auditeur à ce sujet. Nous avons Stéphano qui vient de Perpignan et qui va vous donner, Lionel, son avis sur les Jeux. Bonjour Stéphano. Bonjour. Est-ce que vous partagez vous aussi cet enthousiasme, cet engouement, notamment autour, alors pas forcément autour des Jeux Olympiques à Paris, mais des performances des athlètes français qui font du bien finalement cette période, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que sur cette conjoncture économique, ça rehausse le climat et l'ambiance générale. On le voit sur les images sur Paris, sur effectivement les scènes où tout le monde encourage, tout le monde suit toutes les épreuves. Et puis l'émergence de nouveaux champions comme les frères Lebrun, comme en natation aussi, où on voit que on a des nouveaux athlètes qui émergent de l'ombre, même si ça fait quelques années qu'ils sont déjà dans le cocon olympique, mais qui font du bien, qui rafraîchissent un peu ces JO aussi en termes d'image et de renouvellement aussi des champions dans des disciplines qu'on a, ou sur lesquelles on brille, mais vous faites du sport vous personnellement, aussi, Stéphano Ah, moi je suis éducateur sportif, voilà. Donc j'ai pas mal d'amis qui sont justement dans les comment ça s'appelle, dans les staffs olympiques. Voilà, donc du coup je les suis encore plus pour voir les résultats de leurs enfants, que ça soit en beach volley, en décathlon, voilà, dans différentes disciplines. En fait. Et vous pouvez imaginer, vous, comment dirais-je, ce que peuvent ressentir ces sportifs qui ont le privilège de vivre des Jeux Olympiques en France, de vivre un événement hors du commun, quoi, finalement. Vous qui êtes sportif et donc éducateur. Ah oui, d'autant plus, ouais, c'est vrai que d'être dans sa patrie autour déjà de comment ça s'appelle, des personnes qui font de notre famille et qui peuvent encourager ces sportifs, mais en plus pour faire émerger encore plus l'envie de faire pratiquer du sport auprès de tous ceux qui ont pas accès, c'est un formidable levier pour tout ça, et encore plus je trouve sur les images que l'on voit, la mise en valeur du patrimoine de aussi, Paris et du patrimoine français, c'est vrai. Mais je parlais par exemple des ambiances de stade de foot autour d'une compétition de natation. Franchement, on n'avait vraiment jamais vu ça. Ah non, il n'y a jamais eu autant d'engouement. Moi, sur le bassin de natation, à chaque fois qu'il lève la tête, il y a des hurrahs, c'est magique et ça donne envie de crier derrière sa télé aussi, quoi. Ouais. Et vous, en tant que... Oui. Vous pensez que ces Jeux Olympiques vont peut-être favoriser d'une certaine façon le retour au sport d'une frange de la jeunesse ? Emmanuel Macron veut, comment dit-il déjà, construire une France sportive, une France du sport. Mais en tout cas, tout a été fait par les staffs d'organisation, autant sur des plans d'équipement, que sur des plans d'encadrement. Après, ce qu'il faut, c'est mettre vraiment en valeur aussi à la fois les performances, mais aussi le fait, le jeune Lebrun, quand on voit son envie de gagner, Sagnac, tout ce qu'il met dedans, et puis à la fois leur simplicité, du fait de leur jeunesse aussi, cette innocence. C'est vrai que je pense que ça peut susciter chez les jeunes l'envie de découvrir des sports, de s'y mettre. Et puis on voit que eux-mêmes ont été bercés par ça. Donc c'est tout à fait motivant pour une grande marge de la population. Et j'espère simplement qu'on mettra en valeur aussi d'autres valeurs du sport qui sont pas uniquement les valeurs de combattre contre l'autre, mais de faire avec les autres personnes qui permettent de s'élever et de communier un petit peu comme le fait le pays en ce moment. Merci Stéphano pour votre témoignage ce matin sur Europe 1. Jean-Claude Perrin, est-ce que vous m'entendez ? Vous êtes toujours avec nous ? Toujours avec vous, je vous entends très bien. Cet engouement, vous pensez qu'il va avoir des répercussions sur la pratique sportive, sur le retour au sport, quoi, et notamment une certaine frange de la jeunesse, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident de mettre les jeunes au sport ou tout simplement à l'activité physique. Pour réussir nos jeux, il faut continuer à accentuer le sport sur un problème social. Le sport doit vivre à l'intérieur de la société. Le sport doit être un facteur important de la vie sociale. Il faut pas le dissocier. Et je crois que la grande réussite
cite. C'est là où une partie des médias s'est trompée, c'est sur l'âme française. Tous ces gens qui sont dans tous les stades, de tous les sports, par tous les temps, en train d'encourager nos gars. Qui aurait pensé qu'on aurait eu 10 000 personnes autour du tir à l'arc? Qui aurait pensé qu'on avait 10 000 personnes autour des joueurs de ce qu'on appelle le ping-pong? Personne. Donc, on a un phénomène social. Maintenant, pour l'entretenir, il nous faut en place sur les stades, des éducateurs. Le problème, il est là. On a de très bons entraîneurs. Ils savent faire. Ils sont compétents. On le voit. Nos gars, Lionel, une chose qu'on remarque pas assez, nos athlètes sont très très bien préparés. Je dis même, par rapport à ce que nous faisions, ils sont mieux préparés. Donc ça, c'est un point de progrès important. Maintenant, il faut que l'accompagnement, il soit en septembre-octobre. Ouais. C'est ça. D'accord. Alors, merci Jean-Claude. On est en ligne avec Michel Coloma, puis on parlait justement des éducateurs à l'instant. Michel Coloma, c'est le président du club dans lequel le talent de Léon Marchand a éclos d'une certaine façon, hein, le TOEC à Toulouse. Bonjour Monsieur Coloma. Bonjour. Merci. En fait, je ne suis pas le président. Le président, c'est Vincent Gardol, c'est que, entre guillemets, le directeur général du club. Ah, pardonnez-moi, je pensais que... Mais il n'y a pas de souci. Directeur général. Merci d'être en ligne avec nous, hein, Monsieur Coloma. Vous imaginiez, vous, un jour, que le jeune Léon devienne comme ça le héros de toute une nation ? Alors, à ce point-là, non. On avait vu poindre son talent, bien entendu, et puis après les performances des différents champions du monde, et les 2 derniers champions du monde où il fait 5 titres. On a bien senti qu'il y avait de l'émulation autour de lui, et puis maintenant, Paris, les Jeux, ses victoires, ça a fait monter la sauce, et l'effervescence est magnifique. Quoi. Comment c'est vécu du côté de Toulouse, justement, ce phénomène Léon Marchand ? Ça se vit bien, ça se vit fort. J'imagine. Je ne suis pas rentré à Toulouse depuis quelques jours parce que je suis à Paris pour le suivre. Ouais. Mais de ce que j'en sais, c'est que c'est une belle effervescence là-bas aussi. Après, on a un peu l'habitude avec les rugbymen et puis Antoine Dupont qui a fait de belles choses sur le 7. Ouais. Donc, vous êtes gâtés à Toulouse ces derniers temps. Ouais. On est bien gâtés. Ouais. Ouais. Alors, il aimait pas l'eau, hein, Léon, au départ. D'ailleurs, il a joué un peu au rugby et puis il est revenu à natation. Qu'est-ce qui lui a fait attraper le virus, quoi, finalement, et l'envie de se faire mal comme ça dans des heures d'entraînement dans le bassin? Il est revenu à la natation quelques temps après avoir essayé un peu de judo, un peu de rugby, mais il a replongé entre guillemets parce que c'est pas loin de chez lui, parce que ses copains faisaient de la natation, parce qu'il a voulu rentrer dans ce endroit aménagé qui a été mis en place maintenant depuis très longtemps par les dauphins du TOEC, son club de toujours. Et puis là, il a commencé à évoluer avec son entraîneur actuel. Et comme il avait quelques qualités, il n'était pas très assidu, mais comme il avait quelques qualités, il a commencé à se prendre au jeu, et puis il a grandi jusqu'à la 3e, et puis il s'est encore plus pris au jeu, et son entraîneur aussi. Et ensuite, comme son entraîneur a pris le groupe au-dessus, et que Léon passait dans ce groupe au-dessus, ils se sont challengés l'un et l'autre, un en se replongeant dans la littérature scientifique pour savoir comment faire évoluer Léon. Et Léon, il a continué à s'appliquer le mieux possible, et puis il a fait ce qu'il a fait ensuite. Ils ont continué à travailler ensemble jusqu'à ce que Léon fasse ses premiers Jeux olympiques et championnats du monde. Et là, malgré son départ pour les États-Unis, il continue à travailler en trinôme du coup avec Léon, Nicolas et Baumann. Donc voilà, c'est un trio infernal, j'allais dire, qui fait que maintenant on est arrivé à pour l'instant 3 titres olympiques. Ouais, mais est-ce que ces victoires étaient programmées, Michel Coloma ? Alors, les victoires étaient, ça va paraître prétentieux de dire ça, mais elles étaient prévues, oui. Ouais. Après, ça reste du sport, hein, donc tout peut arriver, tout aurait pu tomber du mauvais côté, la pièce aurait pu tomber du mauvais côté, mais tout avait été mis en place pour que ça se passe comme ça se passe maintenant, quoi. C'est-à-dire avec des règles de la rigueur à l'entraînement, des séances d'entraînement qui correspondaient à ce qu'il allait faire, une préparation au championnat de France il y a un mois avec un programme qui correspondait à ce qu'il allait se passer aux Jeux olympiques. En regardant, en minutant un peu tout comment les récupérations qu'il allait pouvoir entre les 2 courses, notamment comme mercredi. Et donc c'est une surprise entre guillemets pour nous qui sommes à côté de lui en permanence, sans en être une, mais
la joie est immense. Ça n'empêche pas, bien entendu, hein, mais oui, c'était prévu parce que les gens ont travaillé comme il faut, je pense. Que, et puis il faut souligner également le travail de Bob Bowman, hein, l'entraîneur américain donc de Léon Marchand. On rappelle que Léon s'est entre guillemets exilé aux États-Unis, hein, au Texas pour justement pour préparer ces Jeux Olympiques. Bob Bowman, c'est lui qui a fait Michael Phelps, hein, donc pardonnez, excusez du peu. C'est donc une référence mondiale. Ça a été déterminant, ça a été un virage finalement dans la carrière de Léon. Ça a été un virage dans la mesure où il a voulu prendre ce challenge quand il a eu passé le bac. Ouais. Encore une fois, en accord avec son entraîneur de Toulouse, quoi, ouais. Puisqu'ils sont toutes les semaines, ils sont en contact téléphonique ou par mail pour savoir qui fait quoi et comment. Et après, Léon est revenu en France il y a plus de 2 mois maintenant pour préparer les Jeux ici à Toulouse pour se ressourcer, retrouver son entraîneur, remettre en place. Après, Bob Bowman les a rejoints aussi. D'ailleurs, entre parenthèses, le champion olympique hier soir du 200 mètres d'eau du Bercos est venu aussi préparer ses Jeux à Toulouse juste avant. Donc c'est que il y a un peu de savoir-faire des deux côtés de l'Atlantique, c'est bien. Merci Michel Coloma d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1, directeur général du club du TOEC à Toulouse. 11h30 sur Europe 1. Dans le prochain quart d'heure, Lionel, on va parler de ces 85 000 candidats qui étaient toujours sans solution sur la plateforme Parcoursup à la fin de l'année. Vous recevrez pour ça 2 invités spécialistes et n'oubliez pas que le standard est ouvert au 01 80 20 39 21. Venez partager vos témoignages. À tout de suite. On va parler dans quelques instants donc de Parcoursup, mais on va appeler notre ami Jean-Claude Perrin. C'est fini pour Félix, hein, Jean-Claude ? Oui, c'est fait. Battu par Chinois. C'est terminé, mais c'est vrai. Ce qu'il faut conserver, c'est l'exploit. Hein. Ouais. L'exploit de la répétition et puis l'exploit de ce qu'il a fait. Parce que tout d'un coup, quand j'étais gamin, on disait oh là là, le ping-pong, c'est ce sport-là. Les Européens ne peuvent pas le faire. Il y a que les Asiatiques qui peuvent y arriver. Ouais. Et puis on a vu des gars à Levallois qui se sont dit et puis ce gosse-là, lui, il est rentré en lice, il les a battus 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il vient de montrer qu'il y a une unité. Celui qui rentre sur un stade en se disant 2 bras, 2 jambes et ma tête, celui-là, tout lui est permis. C'est la consécration de ces gosses-là. Alors évidemment, c'est pas que la marche était haute, mais il va falloir travailler, et puis, ma foi, la répétition des efforts, elle ne joue pas uniquement pour Marchand, elle joue pour lui aussi. Et puis il a 17 ans, il faut le rappeler, il a le temps d'en refaire des Jeux. 17 ans, il aura de belles années devant lui encore. Merci Jean-Claude, merci d'avoir été... Il nous a offert une part de rêve, hein, pour tous ceux qui font du ping-pong en ce moment dans les clubs de vacances. Ouais. Bah oui, effectivement, oui, ça va sans doute amener des pratiquants. Merci Jean-Claude. On se retrouve dans le courant de la journée et puis demain également pour commenter notamment les épreuves d'athlétisme, hein, qui vont véritablement commencer aujourd'hui au Stade de France. Bonne journée à vous Jean-Claude, à bientôt. Merci.